On continue dans cette émission de décortiquer la place du travail dans nos vies, dans la société française. Dans un instant, je vous propose le regard de 3 journalistes européens venus d'Italie, d'Allemagne et du Portugal. Mais avant de les accueillir sur notre plateau, on va comparer notre système de retraite avec celui de nos voisins. Et c'est Reda Mrabit qui s'y colle. Emmanuel Macron en est convaincu. Cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Pourtant, comparer le système français aux autres systèmes en Europe est assez délicat. Différents pays, différents régimes. On va avoir des pays où la part de la retraite par capitalisation va être plus importante que ce que l'on a en France. Aujourd'hui, ça reste encore une part toute petite. Moins de 5% des retraites servies aujourd'hui aux retraités viennent de systèmes par capitalisation. Dans certains pays d'Europe, on peut être à 30-40%. Les modes de calcul sont aussi différents. En France, comme dans 14 autres pays de l'Union européenne, on calcule selon le nombre d'années. En Allemagne, selon le nombre de points. En Italie ou en Suède, selon des comptes notionnels. Autrement dit, le nombre de cotisations versées sur un compte virtuel. Autre carte, l'âge légal de départ, très différent selon les pays. 5 ans d'écart entre la France et l'Allemagne, mais en y regardant de plus près. C'est une comparaison qui ne tient pas. Le 62 ans qui concerne la France, c'est simplement l'âge à partir duquel vous pouvez demander à partir en retraite, et personne ne peut vous empêcher de le faire. Eh bien, il n'y a pas cet âge en Allemagne ou dans d'autres pays. Des gens partent avant 67 ans en Allemagne, des gens partent avant 66 ans en Italie, et ils subissent une décote. Et c'est en fait une situation tout à fait comparable à la situation française. La durée de cotisation est aussi mouvante. Dans une Europe à 27, question retraite, comparaison n'est pas raison. Notre réforme des retraites vue par 3 de nos voisins européens. Britta Sandberg, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice du bureau parisien du journal Der Spiegel. Paolo Levi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, correspondant italien à Paris pour l'agence de presse ANSA. Anna Navarro-Pedro, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, correspondante de la presse portugaise. Évidemment, Émilie Zapalski est restée à mes côtés, éditorialiste pendant toute cette émission. Britta Sandberg, je commence avec vous. Comment la presse allemande, peut-être votre opinion publique, juge-t-elle ce débat français sur les retraites? Est-ce que c'est traité souvent par les médias et avec quel prisme quand c'est traité? C'est traité, c'est observé, et puis il y a pas mal d'articles là-dessus. Et les Allemands, ils ont un peu du mal à comprendre pourquoi il y a une telle révolte, les manifestations, des grèves, et tout ça sur quand même assez long terme. À cause de, si on regarde extérieurement, du passage de 62 à 64 ans. À savoir que maintenant, nous, on est à 66 et on sera en 231 à 67. En 2031. Voilà, 2032, c'est un peu. 2031, oui. Voilà. Donc, oui, ils ont du mal à comprendre. Et si on regarde juste les années, c'est vrai que c'est difficile à saisir comme conflit. Mais bon, comme j'essaie d'expliquer qu'il y a plein d'autres choses derrière. Donc, il faut rentrer dans les détails. Ouais. Mais c'est vrai que les Allemands, d'une façon générale, je crois, ils ont une autre relation par rapport au travail que les Français. Alors, on va peut-être en parler. Évidemment, on va prendre le temps d'expliquer ces différences. Paolo Levi, en Italie, c'est une réforme jugée courageuse, nécessaire, injuste. J'imagine que ça dépend de quelle famille politique vient la vie. Oui, absolument. Disons, en Italie, cette réforme française a suscité un peu de surprise pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est les Italiens se disent « mais vraiment, les Français n'ont pas encore réformé leur système alors que nous, on l'a fait, cette réforme, désormais, il y a 12 ans, en passant de 62, 63 ans à 67 en termes de recul de l'âge. » Et ensuite, voilà, la deuxième question, c'est aussi celle de se dire, mais avec cette espérance de vie qui est plus ou moins semblable à celle italienne, et un taux de natalité qui recule, malgré tout, malgré que ce soit un des plus forts en Europe, ici en France, mais où vont-ils puiser l'argent? Parce que là, c'est une question aussi arithmétique. Nous, on a eu une réforme des retraites en 2011 qui fut très, très dure. Je vous dis seulement que notre ministre du Travail de l'époque, Elsa Fornero, l'avait dû annoncer en sanglots face caméra en appelant. Pourquoi ? Parce que le système était en faillite, sinon ? Alors, parce que tout simplement, c'était
un contexte très particulier et beaucoup plus pressant par rapport à la France. On était en pleine crise économique et financière. L'Italie risquait de faire default, de faire faillite comme la Grèce. Donc il y avait urgence de réformer ce système. Mais on peut dire que 12 ans après, aujourd'hui, quasiment plus personne, mis à part l'extrême droite de Matteo Salvini, remet en cause la légitimité de cette réforme qui a permis néanmoins de sauver notre système par répartition qui est quand même l'orgueil de l'Europe, c'est-à-dire et de beaucoup de pays européens. C'est-à-dire c'est une mesure très sociale et qui est aussi le système français, aux jeunes évidemment. De financer la retraite de leurs parents et grands-parents. Ana Navarro-Pedro, double question. On part à quel âge la retraite au Portugal? Et puis, quel regard aussi voilà, les médias ou les Portugais portent sur ce temps politique là en France? L'âge de départ à la retraite au Portugal dépend de l'espérance de vie. D'accord. L'espérance de vie diminue au Portugal. Elle a diminué à cause du Covid, comme dans tous les pays occidentaux. Et elle diminue aussi, elle continue à diminuer à cause de cet excès de mort, cette mort subite de l'adulte que nous avons maintenant dans beaucoup de pays depuis 1 an ou 1 an et demi environ. Donc, elle était à 66 ans et 7 mois et elle va passer maintenant à 66 ans et 4 mois. Donc, il évolue en fonction de l'espérance de vie. D'accord. Voilà. Donc, c'est une réforme qui a été faite très technique, qui a été faite à partir de 2005 et qui a pris plusieurs années. Il a été assez, contrairement à l'Italie, il n'y avait pas eu un drame immense, il y a eu une énorme pédagogie. C'est au départ un choc. On va se baser sur l'espérance de vie, mais ça fait un peu mal. Et en même temps, finalement, ça a été accepté. On avait les chiffres, on savait le nombre d'actifs. Le Portugal a un taux de natalité très bas, contrairement à la France. Donc, ce sont des éléments demandés par rapport à comment la presse analyse cette réforme en France maintenant. Il y a ça aussi qui est mis en avant. La natalité en France, c'est quelque chose qui est mis en avant. Nous avons des éléments très différents. Il y a un taux de natalité très bas au Portugal depuis très longtemps. Et en France, il a commencé seulement depuis 2 ans à baisser. Donc, il y avait un renouvellement de la population, au moins en France. Il y avait des infrastructures en France pour la natalité, qui ont maintenant les jeunes, les trentenaires. Si on les écoute, on sait très bien quelle est la difficulté d'avoir un enfant aujourd'hui. Par manque d'infrastructures, si la mère travaille, le père travaille. Donc, au Portugal, on remarque aussi, je le mets souvent en avant ici, mais on remarque aussi qu'il y avait une autre différence, c'est qu'en France, on a vu venir cette inversion du nombre de actifs pour le nombre de retraités, puisque c'est par répartition comme chez nous, et donc ce sont ceux qui travaillent qui payent en principe les les pensions des retraités. Eh bien, on a bien remarqué le fait qu'il y avait eu quand même une mesure, je pense que c'est le seul pays en Europe, qui avait mis un fonds du temps de Lionel Jospin, Premier ministre, qui avait mis un fonds, un bas de laine, pour justement pallier à ce problème et préserver le système de retraite par répartition. Bon, on voit aussi qu'évidemment, comme tout le gouvernement français ont bien pioché dedans, que ce bas de laine est bien diminué par rapport à ce qu'il devait être, mais qu'il y a quand même cela. Et puis, dernière chose, on ne comprend pas la différence. Il y a des économistes en France qui disent non, il n'y a pas d'urgence, vraiment. Oui. Puis on a d'autres qui disent, le gouvernement qui dit oui, c'est urgent, sinon on va être en faillite. Et entre les deux, les arguments sont très bons. Et puis si on n'est pas un spécialiste du domaine, on a du mal à s'y retrouver. Oui, il y a eu plusieurs journées, on l'a dit ici, où on comprenait plus grand-chose. Mais effectivement, le rapport du Conseil de rotation des retraites, c'est vrai qu'il y a eu des lectures. Il y a eu des lectures très différentes. Je vais vous redonner la parole, évidemment, Paolo. Mais alors, je voulais vous proposer, vous connaissez sûrement cette expression qui était l'expression favorite, je crois, d'un ancien Premier ministre québécois qui disait « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Donc, on va beaucoup se comparer dans cette émission. Je vous propose, de regarder le budget consacré aux retraites en pourcentage du PIB. Ce sont des chiffres qui datent de 2019. On voit que l'Allemagne y consacre un peu plus de 10%, Belgique 10,7%, l'Espagne 11,3%, le Portugal 12,4%, la France 14,5% et l'Italie 15,9%. Paul Olivier, est-ce que ce budget important, il est lié à la place que les familles accordent aux personnes âgées, aux seniors, aux grands-parents chez eux, tout simplement? Comment vous l'expliquez, ça? Absolument, je pense qu'il y a de ça. C'est quand même une part très importante que pèsent les retraites dans nos budgets, dans les principales économies de la zone euro. On est tous plus ou moins dans un ordre de grandeur assez... Mais là, il y a des différences assez importantes entre l'Italie et l'Allemagne. Je vais venir à l'exemple allemand après. Les Allemands, ils ont fait une grande réforme au début des années 2000 qui a rationalisé tout cela.
l'Italie a une population très vieillissante et donc ça pèse énormément. On l'a vu aussi avec le Covid. Pourquoi on a été les premières victimes tout de suite du virus? Parce qu'on a une population très, très âgée. Et ça explique beaucoup de choses. Après, je reviens un moment sur ce que disait Anna. C'est vrai, et il y a différents économistes qui disent l'urgence, pas l'urgence, etc. Une chose est sûre. Vu d'Italie, nous, on a dû réparer un toit en plein orage. Et disons, il est généralement beaucoup plus judicieux de réparer le toit quand il y a moins d'urgence. Quand la météo est encore moyennement bonne. On est bien d'accord. Britta Sundberg, je reprends ce chiffre, 10,4% du produit intérieur brut consacré aux retraites en Allemagne. Est-ce que ça veut dire que les pensions de retraite sont moins favorables ou confortables qu'en France, par exemple? Complètement. Complètement. Et puis les Allemands, quand on regarde les cotisations, cotisent aussi moins pour la retraite. Enfin, et c'est inférieur, j'ai les chiffres là. Donc c'est moins important qu'en France. Et je crois que il y a toute une autre logique aussi par rapport à la retraite d'un travailleur allemand, d'un employé allemand, qu'un employé français. Moi, j'ai l'impression que les Français vivent la retraite comme un temps où ils vivent à salaire réduit, puisque quand on regarde ce qui reste enfin, il y a des chiffres de l'OCDE qui prennent comme base le salaire moyen d'un employeur, d'un employé. Et en France, je crois qu'on revient à 74% à peu près du salaire net. Enfin, ça change après. C'est une moyenne. C'est difficile à comparer, mais si on compare le salaire, c'est quand même un moyen. Le salaire moyen, on arrive à avoir quelque chose. Et en Allemagne, c'est beaucoup moins. 52%. Donc c'est vraiment la moitié. Après, donc on compense par quoi? Par un système de capitalisation? Les Allemands, ils sont conscients qu'ils doivent eux-mêmes, enfin, ils sont beaucoup plus responsables aussi de leur fin de vie. C'est-à-dire que soit leurs entreprises leur offrent des assurances en plus ou une retraite d'entreprise, ça existe, ça dépend de la taille et de la motivation de l'entreprise, ou alors eux-mêmes ils font des assurances vie ou ils achètent de l'immobilier. Enfin, c'est pas cette attitude. L'État va faire que à la fin de ma carrière ou après ma carrière professionnelle, je vais avoir non pas un salaire, mais quelque chose qui s'y rapproche. Et en plus, en France, vous avez beaucoup plus de couples où les deux ont travaillé toute leur vie. Ça a changé maintenant en Allemagne les derniers 10 ans, mais pendant très longtemps, les femmes restaient très longtemps à la maison pour garder les enfants, puisqu'on n'avait pas non plus ces infrastructures de crèche, de garde d'enfants, ou alors travailler à mi-temps, donc avaient des retraites encore beaucoup plus misérables. Donc c'est-à-dire que cette envie de vouloir passer enfin être retraité pour profiter de la vie est aussi limitée rien que par les moyens financiers. Je comprends. Comparer la France à ses voisins européens pour justifier cette réforme, ça a été, Émilie, l'un des arguments de l'exécutif, mais il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Oui, depuis le début du feuilleton autour des retraites, le gouvernement a utilisé plusieurs arguments pour justifier sa réforme. On a eu le droit au départ à la nécessité de financer la santé, l'éducation, la transition écologique. Et puis après, on avait une réforme qui visait plutôt la justice sociale, mais il y a eu quelques couacs au niveau du gouvernement, notamment sur la carrière des femmes et les carrières longues. Ça a empêché le gouvernement de continuer sur cet axe de communication, qui a opté, du coup, pour un discours beaucoup plus basique, simple. En gros, la réforme est indispensable pour sauver notre système par répartition. Gabriel Attal le disait très très clairement à l'Assemblée nationale, donc le ministre chargé des comptes publics. C'était le 6 février 2023. On l'écoute. N'ayons pas peur de le dire. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Alors, c'était un peu moins pressant qu'en Italie, mais en tout cas, c'était l'argument qui était utilisé. Et il y a eu aussi celui de la comparaison à l'Europe, mais qui n'a pas fait long feu, lui non plus. Et pourtant, si je me souviens bien, Emmanuel Macron en a reparlé, il a retenté le coup récemment, c'est ça? Voilà, il a déclaré fin janvier depuis les Pays-Bas que la réforme des retraites est indispensable quand on se compare à l'Europe. On l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que le départ à la retraite à 72 ans est une exception française quasiment. En Europe, la plupart des pays, comme on l'a vu, affichent
négociation beaucoup plus tardivement, cet âge, 65 jusqu'à 67 ans, bientôt en Allemagne et déjà au Danemark et en Italie. Mais quand on se penche dans les détails, et on l'a vu aussi dans le reportage, c'est un petit peu plus variable selon ce qu'on compare et puis selon l'âge effectif du départ à la retraite et les pensions qui sont effectivement reçues. Et puis alors, puisqu'on est dans la comparaison avec des échos négatifs arrivés de Suède. Alors oui, manque de chance, en janvier, je ne sais pas si vous vous souvenez, un responsable suédois, pas n'importe lequel, c'est celui qui a initié la réforme des retraites en Suède et notamment le passage à 65 ans dans son pays. Il a mis en garde la France à ce moment-là, récemment. Il a dit oui à la réforme, mais à une réforme à la française, surtout ne suivez pas le modèle suédois. Pourquoi Parce que beaucoup de Suédois ont trouvé que c'était trop difficile et ils ont décidé de partir 3 ans à l'avance. 65 ans, c'était trop compliqué, mais du coup ils partaient avec des toutes petites pensions. Résultat, en 2019, on a mesuré après la réforme du système, 72% des Suédois à la retraite et jusqu'à 92% des Suédoises à la retraite ont subi une baisse de leur pension et de leur pouvoir d'achat. Alors ça n'a pas empêché le Danemark de prévoir un départ à la retraite à 70 ans en 2040, mais finalement cette idée d'exception française qui nous a été soufflée par ce Suédois, elle n'est pas si idiote et elle pourrait faire son chemin. Plus de 6 Français sur 10 estiment de toute façon qu'une réforme est nécessaire, mais ils avancent d'autres solutions que le report de l'âge à la retraite, qui est prôné par l'exécutif. Alors quelle solution ? Par exemple de l'augmentation des cotisations patronales, par exemple de la taxation du capital des plus riches, de la contribution des retraités, ça c'est un peu un sujet tabou, ou encore de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Allez, on termine là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, cette mesure, elle est pas mal parce que d'après les syndicats, ça permettrait de générer 5 milliards d'euros par an. Et puis finalement, ça permettrait de se comparer aux Européens d'une manière un petit peu plus positive parce qu'on n'est pas parmi les meilleurs élèves dans ce domaine. L'écart entre les salaires des hommes et des femmes en France, il est autour de 16% contre 13% en moyenne en Europe. Et il y a le gagnant qui est le Luxembourg, moins de 1%. Donc c'est peut-être un nouveau défi européen à relever. Tiens, Anna Navarro-Pedro, l'égalité femmes-hommes en entreprise, l'égalité salariale au Portugal, c'est un débat qui a été adressé il y a quelques années ou alors vous êtes plutôt en retard sur cette question ? Au moment des retraites, mais c'est un débat qui revient régulièrement parce que comme dans les autres pays européens, les femmes sont pénalisées dans ce domaine. Oui, je ne pense pas qu'il y ait un pays, sauf le Luxembourg, d'accord, mais bon. 0,7% d'écart seulement. Non, là, malheureusement, ils ne sont pas nombreux et elles ne sont pas nombreuses, donc ça ne fait pas beaucoup de population d'égalité, mais c'est pas mal. Allez-y, pardon de vous interrompre. C'est en Europe, je dirais, cet écart entre femmes et hommes, hélas. Mais vous savez, parfois, aller chercher chez les autres des solutions chez les autres, à Bruxelles, parce que les autres font, il faut faire aussi, sans regarder exactement, et là je reviens évidemment à la réforme des retraites, parfois, il faut faire attention aussi. Je vous disais que dans la presse portugaise, on fait attention aux éléments spécifiques de la situation en France. Je vous donne un exemple portugais dans un autre domaine, pas mal d'années, quand on avait la crise de la dette souveraine. C'était aussi au moment où l'Europe était vraiment dans le libéralisme total économique et c'était aussi au moment la libre concurrence, c'était un dogme intouchable en Europe. Il fallait, à ce titre-là, en finir avec les monopoles d'État, notamment dans des domaines qui tiennent à la souveraineté des États. L'électricité, par exemple. Et Portugal a dû privatiser sa compagnie d'électricité, l'équivalent d'EDF en France, monopole d'État. Et qui a acheté le meilleur offrant, et qui était le meilleur offrant, une compagnie chinoise d'État. Donc l'électricité au Portugal n'est plus un monopole d'État portugais, c'est un monopole d'État chinois, avec une petite participation d'Oman. Oui, ok, d'accord. Du sultanat d'Oman. Donc vous voyez, parfois l'Europe aussi ne nous donne pas des idées d'une intelligence absolue. On sous-estime l'incompétence et on surestime l'intelligence de ceux qui nous dictent leurs lois. Allez, on va continuer de se comparer pour ne pas se désoler. Je vous propose, cette source, c'est l'OCDE qui nous propose sur la question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le nombre d'heures quotidiennes consacrées aux loisirs et aux occupations personnelles, dormir, manger par exemple. Le Portugal, est à 15 heures seulement, parce que si on regarde les autres pays, la Suède c'est 15,3, l'Allemagne 15,6, le Danemark ça monte, etc., etc. On va chercher ensuite la France à 16,2, je ne sais pas si vous avez cette infographie à nous montrer, et ensuite l'Italie à 16,5. On ne l'a pas, mais donc je vous redonne les chiffres importants qui concernent nos pays. Le Portugal est à 15 heures de vie personnelle.
L'Allemagne est à 15h,6, la France à 16h,2, l'Italie à 16h,5. Paolo Levi, comment vous analysez notre équilibre vie privée, vie personnelle ici en France? Vous dites on est le pays de Descartes et ça se ressent d'une certaine façon. Oui, exact. Je trouve que ici en France, il y a une dichotomie très nette entre le temps de travail et le temps de loisir. On le voit aussi par le vocabulaire, paradoxalement. Le lieu de travail, parfois on l'appelle « je dois aller à la boîte » ou les moments où on n'est pas au travail, on les appelle des moments d'évasion. Il y a presque même un lexique... Comme si on était en prison. Je dirais presque claustrophobique ou pénitentiaire par rapport au travail. C'est pas le cas en Italie, c'est plus fluide d'une certaine façon. En Italie, exactement. C'est peut-être parce qu'il y a plus de légèreté, je ne sais pas, mais on arrive quand même à avoir plus de fluidité entre ces deux cases de la vie. Et cela est dû, à mon avis, aussi au fait que je pense qu'ici en France, le rapport au travail est beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus dur, beaucoup plus concurrentiel et compétitif aussi, alors qu'en Italie... on cherche de transformer, disons, l'expérience professionnelle non seulement en quelque chose, de gain productif, de salaire, etc., mais aussi en une forme d'épanouissement personnel, d'échange entre... Vous savez, la Constitution italienne a mis à son premier article, l'article 1 de la Constitution, c'est « L'Italie est une république fondée sur le travail » et le travail encore aujourd'hui est perçu plutôt comme une valeur très positive. C'est un pays qui a beaucoup souffert du chômage. C'est un pays qui a beaucoup dû émigrer dans d'autres pays et même outre-Atlantique pour chercher un travail. Donc le travail... Moi, j'ai suivi tous les cortèges des syndicats ces derniers mois. Et parfois, on peint vraiment ce travail comme si c'était une corvée insupportable. Alors qu'en Italie, il n'y a pas trop cette perception. On a plutôt le problème inverse. Donc le discours sur le travail aliénant, parce que c'est un peu ça, on l'entend assez peu en Italie, c'est ce que vous nous dites. Exact. Et nous, on a plutôt un autre discours inverse. Paradoxalement, c'est drôle parce que c'est vraiment tout un autre débat opposé à la France. C'est plutôt les jeunes Italiens qui ont beaucoup de mal à accéder au marché du travail parce que les seniors ne veulent pas lâcher jusqu'au bout. Ils s'épanouissent au travail et travaillent jusqu'à très, très tard. Et à mon avis, cela relève aussi d'une... Mais ça, c'est une idée que j'ai élucubrée, moi, de façon personnelle. C'est que... Les élucubrations de Paolo Levi, allez-y. Non, mais c'est qu'on a décliné Descartes, qui est, disons, un grand héritage français. Donc, les mathématiques, la rationalité, on les a déclinées aussi dans les rapports professionnels et sociaux au travail, ce qui peut rendre parfois le travail un peu aliénant. Je vous fais un exemple très, très simple. Ma boulangère... Depuis 10 ans, je vais acheter la baguette chez elle et elle me répète tous les jours la même phrase. Bonjour, bonsoir, avec ceci. Je vais chez mon boulanger à Rome, chaque jour, il me dit une chose différente. Et donc, ça rend aussi le travail plus amusant, plus léger, chaque jour différent. C'est juste une question, parce que c'est vrai que c'est assez rêvé comme panorama, mais est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure, dans les fonctions peut-être à l'hôpital, est-ce que c'est aussi des tâches qui sont rêvées? Est-ce que les gens souhaitent travailler longtemps? Peut-être dans l'industrie aussi, les ouvriers? Est-ce que c'est la même chose? Parce que j'imagine que c'est quand même, ça dépend un peu de quel type de travail qui est joyeux, et puis bien évidemment. Là, c'était un tableau un peu général. Il y a des métiers usurants. Moi-même, j'ai fait l'ouvrier. Mais j'ai même constaté que quand je travaillais dans les chantiers, dans la banlieue de Rome, même là-bas, à 5 heures du matin, on cherchait quand même d'insuffler un esprit de bonne humeur au travail qui aide beaucoup, beaucoup dans la résolution de la tâche. Brita Sennberg, quand vous comparez les Français et les Allemands dans leur rapport au travail, qu'est-ce qui vous frappe, vous, prioritairement? Là, ce qui me frappe, c'est que en suivant les discussions françaises et aussi l'attitude des Français par rapport à leur travail, on a quand même parfois l'impression que le travail est ressenti comme une souffrance et que la retraite, de l'autre côté, comme une récompense, comme ce qu'on a dû subir jusqu'à là.
Je crois que c'est aussi pour ça que la contestation est tellement violente, puisque les gens considèrent qu'ils ont mérité cette retraite, surtout dans des professions dures, puisqu'ils ont souffert, étant donné ils étaient mal payés avant. Mais c'est pas le cas en Allemagne, parce que c'est ce que disait Émilie concernant l'Italie. Il y a aussi des métiers très durs en Allemagne. Oui, il y a des emplois qui sont mal rémunérés aussi. Il y a des différences quand même dans le monde du travail en Allemagne. Bien sûr, forcément. Donc, les Allemands. Pourtant, le rapport au travail est pas le même. C'est pas la même sensation. J'essaie de vous expliquer pourquoi. Allez-y. Puisque je crois que tout d'abord, les Allemands, et aussi dans les professions non académiques, considèrent que le travail est aussi une manière d'un accomplissement de soi, d'une réalisation personnelle, de quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Et d'avancer aussi, de changer de statut éventuellement. C'est un peu l'esprit américain peut-être. On peut commencer très très bas et arriver dans une autre classe sociale aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a des hiérarchies qui n'ont rien à voir avec les vôtres. C'est-à-dire que votre culture de management est quand même toujours marquée par une hiérarchie très verticale. Il y a quelqu'un... Ça change peut-être un peu, mais en Allemagne, depuis longtemps, il y a... C'est plus horizontal ? Oui, c'est plus horizontal. Après, évidemment, vous pouvez pas... Ça dépend des entreprises, mais d'une façon générale, une entreprise moderne maintenant, ou qui se veut moderne, ne peut plus se permettre certaines choses. Et cette hiérarchie verticale fait partie pour beaucoup d'entreprises du passé. Après, les Allemands peuvent plus influencer leur travail. Donc, l'identification avec ce qu'on fait, avec l'entreprise, est beaucoup plus grande. On a ce qu'on appelle le Mittelstand, toutes ces petites et moyennes entreprises qui sont souvent encore dirigées... Familiales. Voilà. Et dans la possession des familles et qui fabriquent, je ne sais pas, depuis 150 ans, des ciseaux de grande qualité, ou des outils, ou des tissus, ou n'importe. Donc, les gens qui y travaillent sont tout d'abord fiers de continuer cette tradition et de fournir un travail de haute qualité. Et une entreprise familiale, évidemment, fonctionne selon d'autres règles. Et puis, il y a la Mitbestimmung. Il y a ce qu'on appelle, c'est vraiment un terme bien précis des syndicats, c'est-à-dire que nous, les syndicats, quand il y a des négociations de salaire, c'est par branche, la métallurgie, les transports publics, la santé, que les syndicats qui sont non pas politiques, mais par branche, organisés par branche, vont participer et ont vraiment une grande influence et un grand pouvoir sur les salaires. Donc ils sont plus puissants, mais il y a moins de manifestations. Il y a des manifestations aussi. Là, il y en a une qui sera annoncée cette semaine, un peu moins qu'en France et un peu moins de grèves. Mais il y a c'est un vrai levier et il y a des négociations. Il n'y a pas... Négociation, ça veut dire que les deux doivent faire des compromis et chacun doit laisser des plumes. On va, grâce à Yann Effelé, justement comparer un peu sur cette question des tensions sociales. Yann, vous devez être là et pouvoir me rejoindre. Oui, c'est parti. Rebonsoir Yann. Il y a pas mal de pays qui sont actuellement secoués par des mouvements de protestation, y compris ceux qui ne sont pas vraiment habitués à la grève. Oui, parce que si la réforme des retraites est propre à la France, la colère, elle, ne l'est pas. Regardez les images qui vont s'afficher derrière moi. C'était à Lisbonne, au Portugal. Pas plus tard que samedi, des milliers de personnes dans les rues pour protester contre la flambée des prix. L'inflation a presque atteint les 8% l'an dernier dans le pays. Une partie de la population n'en peut plus. Écoutez l'exemple de cette retraitée. J'ai 70 ans, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai une retraite misérable et je risque de me retrouver à la rue alors que je loue un petit appartement depuis 48 ans. Ils veulent mettre les vieux à la rue et ce n'est pas juste. Ça fait 48 ans que je paye mon loyer et comme je suis retraitée, je ne peux pas aller ailleurs. C'est pour cela que je suis ici. Et c'est de multiples secteurs qui se sont mis à l'arrêt, les trains, les écoles, les ambulances. Une situation quasiment similaire au Royaume-Uni, sauf que sur l'île, l'inflation dépasse les 10%. Et chose rare ces dernières années chez les Britanniques, le pays est secoué par des grèves depuis quelques mois. Les ambulanciers, en tout cas 15 000 d'entre eux, ont une nouvelle fois arrêté le travail en ce début février. C'est notre 4e jour de grève et les gens continuent à faire grève jusqu'à ce que les portes soient ouvertes pour que notre syndicat puisse entrer et commencer les négociations. Mais pour le moment, le gouvernement n'écoute pas, il ne veut pas nous recevoir.
Nous n'aimons pas faire grève, ce n'est pas utile, ce n'est pas génial pour le public. S'ils ont le sentiment de ne pas se faire entendre, c'est parce que le gouvernement britannique peine à trouver une réponse face à la hausse des prix. Le Premier ministre martèle que des hausses de salaire pourraient justement aggraver l'inflation. Et puis on en parlait à l'instant avec Britta, même l'Allemagne est concernée. Oui, on pense souvent à l'Allemagne comme un pays de négociation. On parle même souvent du modèle allemand de cogestion où l'implication des salariés permettrait d'éviter les conflits. Eh bien, regardez ces images. C'était il y a tout juste 11 jours à Francfort, l'aéroport paralysé à cause d'une grève du personnel. En tout, 8 plateformes dans le pays étaient à l'arrêt. Le syndicat à la manœuvre réclame de meilleurs salaires pour les employés au sol. Les négociations avec la direction n'ayant rien donné, ils ont opté pour une journée de grève. En Allemagne aussi, ce sont les records d'inflation, plus de 10%, qui ont tendu les négociations salariales dans l'ensemble des secteurs d'activité. Et cette colère ne concerne pas que les aéroports. La Poste en Allemagne a aussi été perturbée par plusieurs jours de grève. Merci Yann. Britta Sennberg, je reste avec vous, puis ensuite on parlera évidemment du Portugal, mais vous nous décriviez finalement un système bien huilé de négociations par branche. Est-ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les conséquences économiques de la guerre, ça a détraqué un peu ce processus de négociation? Voilà, est-ce que l'inflation finalement met à mal le système? Non. Ce que je vous ai décrit, ça ne veut pas dire que qu'il n'y a jamais eu de grève ou des manifestations avant. Sûr. Les négociations ont été aussi dures. Mais il y a, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un processus qui est installé depuis des décennies avec ces négociations entre employeurs et syndicats et conseils d'entreprise qui donne pas seulement l'impression, mais qui fait vraiment que les employés ont plus d'influence sur leur lieu de travail, les conditions de travail qu'en France. Après, il va y avoir un grève annoncé par Verdi, ce qu'on vient de voir à la fin de la semaine, à nouveau. Et c'est sûr que plus la pression économique monte, et on a une inflation qui tourne, je crois que c'est à 10,6% en ce moment, plus les questions deviennent urgentes. Donc, je ne veux pas dire que tout est rose en Allemagne, mais ce qui fait que la relation par rapport au travail n'est pas définie comme en France, où parfois c'est vraiment cette presque haine envers les employeurs ou ce sentiment de souffrance qu'on peut ressentir et beaucoup de frustration sur une injustice aussi du monde du travail. Je crois que ça, c'est moins prononcé en Allemagne. Donc, on n'est pas idéal partout et parfait partout, mais il y a plusieurs facteurs qui font que ça, c'est différent. Mais évidemment, on a aussi des manifestations et des grèves. On le voit. Ana Navarro-Pedro, donc on a bien vu, il y a finalement ce mouvement social lié à l'inflation, hein, et pas que. Essentiellement, et pas que. Alors, c'est quoi? Parce que l'inflation est venue aggraver une situation qui se prolongeait depuis, justement, j'en parlais tout à l'heure, de la crise de la dette souveraine au Portugal. Et à ce moment-là, les avancements de carrière ont été gelés carrément. Par exemple, les professeurs, on voit souvent les professeurs dans la rue, tous les points, toutes les promotions et toutes les augmentations de salaire dépendent du nombre de points dans une carrière de professeur du secteur public. Et évidemment, tout ça a été gelé. Donc, ça fait maintenant 11 ans, 12 ans que les professeurs n'ont pas eu de réelle augmentation ni d'avancement de carrière. Donc, à chaque fois, on leur a demandé de tenir bon. Ils ont tenu bon jusqu'à maintenant, parce que l'inflation, là, a rattrapé, en plus, a aggravé les conditions le pouvoir d'achat, les conditions de vie. Après, le gouvernement a pris beaucoup de mesures pour le combustible, pour les loyers, etc. Mais, par exemple, dans le cas des loyers, il n'a pas prévu, l'économie portugaise il a interdit d'augmentation qui dépasserait, je vais vous donner un chiffre parce que j'ai un peu oublié là, hélas, mais peut-être 10%. Sauf que au Portugal, ce n'est pas une économie réglementée comme la France. Et donc, les propriétaires ont tout simplement... et il y avait une compensation pour les propriétaires payée par l'État, mais ils ont tout simplement résilié les contrats et présenté aux locataires d'autres contrats avec un loyer beaucoup plus élevé. Et c'est tu acceptes ou tu pars, quoi. Donc il y a cette situation extrêmement tendue au Portugal, et puis les retraites sont très bon marché, même si ça représente une grande partie du PIB, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est parce que le PIB est bas au Portugal aussi. Depuis la crise de la dette souveraine et la crise financière qu'on l'Europe a connue en 2007, le Portugal n'a pas encore rattrapé le pouvoir d'achat et la richesse
à la production qu'il avait avant. Donc, il y a un dernier thème dont je voudrais parler dans ce débat. Le temps a filé bien vite pour voir si c'est une spécificité française ou pas, celui des régimes spéciaux. Et je vous propose, pour lancer ce thème, d'écouter le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, puisque c'est l'un des aspects sur lesquels la majorité de droite du Sénat veut faire évoluer la réforme des retraites. Nous ne proposions pas la clause grand-père. Je pense que je préférerais, moi, par exemple, et nous l'étudierons, pourquoi pas, qu'on puisse avoir cette trajectoire qui permette de rapprocher justement les régimes spéciaux du régime général de la sécurité sociale. Parce qu'il y a une injustice. Regardez les RATP, où on part, un des régimes où on part le plus tôt, où on a une retraite moyenne qui est l'une des plus élevées. Est-ce que tout ça là est juste ? Paul Olivier, est-ce que c'est une anomalie ou une spécificité française, les régimes spéciaux ? Mais disons, de cette envergure, peut-être oui, bien sûr, on a des régimes spéciaux en Italie aussi, mais là, je pense qu'en France, ils sont 17, plus ou moins. C'est pour ça que c'est un peu dommage d'avoir perdu cette première réforme systémique qu'Emmanuel Macron avait présentée lors du précédent quinquennat, parce que là, c'était une vraie réforme d'envergure qui remettait à plat tous les régimes spéciaux, un système universel qui, à mon avis, se mariait très très bien avec un des principes clés de votre devise républicaine, qui est l'égalité. Et là, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a une réforme qui est moins ambitieuse que l'autre. Et je pense que tout le monde, il y a toujours les mêmes qui vont préserver, disons, leur statut et leurs privilèges, mais il y en a d'autres qui sont complètement laissés par la mer ouverte. Je pense par exemple aux oubliés de nos sociétés, les caissiers des supermarchés, les éboueurs. Tous ces nouveaux métiers qui ont émergé avec Internet, les livreurs, on les voit dans Paris et dans nos grandes villes, ils n'ont aucune protection. Et ils n'ont même pas le pouvoir de bloquer un pays comme, en revanche, peuvent le faire les employés de la SNCF ou de la RATP. Je trouve ça assez juste que la réforme, finalement, telle qu'on nous la propose, se cristallise autour des 64 ans. Elle n'a pas beaucoup plus d'ambition par rapport à la réforme qui a été abandonnée en 2019. Et par rapport à ce qu'on a dit, c'est vrai qu'elles ne sont jamais remises en question. Finalement, on avance, sauf dans le cas portugais, puisque vous basez sur la durée de vie, en fait. L'espérance de vie, oui. Mais autant y aller très fort, puisque on n'a pas l'urgence que vous avez eue en Italie. Et en plus, de toute façon, on sait que c'est des réformes dures et que la plupart du temps, aucun gouvernement suivant ne remet en question. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu dommage pour secouer tout le pays comme ça, pour finalement, enfin c'est déjà gros, 2 ans de plus, mais on aurait pu en profiter pour d'autres choses. Non, mais donc il fallait faire une réforme plus ambitieuse. Non, mais ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements pour finalement, si le gouvernement voulait y aller, autant qu'il y allait à fond. Et peut-être c'est un petit peu ce qui a été rapté par rapport à il y a 2 ans encore. Britta Senberg, vous nous expliquiez finalement le système de négociation par branche en Allemagne. Les syndicats sont puissants là-bas. Est-ce qu'ils ont utilisé leur puissance pour sauvegarder des régimes spéciaux ? Je reste sur notre dernier thème. Il y en a quelques-uns, comme partout, pour les militaires, pour la police, pour tous ces... Mais des professions qui ont un pouvoir de blocage comme peuvent l'avoir certaines professions en France. Oui, je crois qu'il y a certains conducteurs de train qui peuvent partir plus tôt. Mais c'est pas vraiment là-dessus qu'ils ont... Enfin, à ma connaissance, c'était pas vraiment le sujet, non. Et c'est pas forcément dans la culture allemande, cette culture du blocage ? Où ça arrive ? De blocage ou je crois qu'il y avait d'autres sujets qu'ils trouvaient plus importants que de créer des régimes spéciaux. C'est quand même vraiment quelque chose de bien français aussi. Après, bon, il y a cette... en allemand, on a titulé ça le Dachdecker-Klausel, c'est-à-dire que ceux qui font les toits et qui montent sur les toits. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a certaines professions où rien que physiquement, c'est plus possible de monter jusqu'à 67 ans sur les toits. Et donc, c'est justifié d'avoir un régime spécifique. Donc là, il y a des égards. Et puis, moi, je trouve qu'on n'en a pas du tout parlé. Nous, les seniors, c'est quand même complètement autre chose. Et on trouve même pour ces professions-là, donc qui sont dures,
des moyens de les employer. On essaye de les employer, de les faire travailler autrement. Merci beaucoup. On en avait beaucoup parlé dans la première partie. C'est pour ça aussi. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public qui sera évidemment consacré à la réforme des retraites avec notamment un débat entre sénateurs dans notre seconde partie d'émission. Et puis votre prochain invité politique sur notre antenne dans la matinale, Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union Centriste. Il sera face à Oriane Mancini à 8h du matin. Belle soirée.